bienvenue au Printemps des Territoires, bienvenue sur ce quartier, cet espace consacré à la revitalisation des territoires, plusieurs échanges, plusieurs ateliers tout au long de la journée, à la fois des échanges enregistrés, on est suivi aussi en ligne et en replay, puis des échanges plus informels, vous avez compris le principe, la discussion peut se poursuivre par la suite. Parlons maintenant, parlons tourisme. Tourisme avec des activités liées au tourisme très impactées évidemment depuis 2 ans, depuis 3 ans, et puis des solutions, un plan de relance, une relance consacrée aux activités du tourisme. Alors quels sont les enjeux, quelles sont les solutions, qu'est-ce qui a été mis en place avec le soutien de la Banque des Territoires. On en parle avec mes 4 invités. Avec moi sur scène, monsieur le maire de Saintes, Bruno Drapon, bonjour. À vos côtés, Franck Jumin, bonjour. Bonjour. Donc maire de Saintes et Franck Jumin, chef de projet secteur public et projet complexe à la direction des prêts de la Banque des Territoires. Et juste après, un échange assez vivant, je donnerai la parole à Gilles Bonny, directeur régional adjoint Banque des Territoires Pays de la Loire, et Dominique Mariani, directeur de la SEM, donc Société d'économie mixte régionale des Pays de la Loire. Je me tourne vers vous, Franck Jumin, sur le prêt relance tourisme. Pourquoi avoir créé ce prêt ? Alors en 2020, en fait, l'État a sollicité BPI-France et la Banque des Territoires pour qu'ils participent en fait au plan de relance national du secteur du tourisme. Donc ces deux entités ont bâti en commun un plan de relance qui était axé sur 3 objectifs. Je vais passer rapidement sur les objectifs à court et moyen terme. Il s'agissait pendant la crise du Covid avant tout de proposer des solutions aux besoins de trésorerie du secteur. Et puis à plus moyen terme, de contribuer à faire émerger des acteurs de taille intermédiaire susceptibles de répondre aux enjeux climatiques et numériques notamment, pour lesquels ce secteur pâtit d'un certain retard. Et puis à plus long terme, il s'agit aussi de contribuer à faire de la France la destination mondiale du tourisme durable, la première destination mondiale du tourisme durable. Et ça part d'un plus gros investissements dans le numérique notamment, et dans des solutions de rénovation et de construction de nouvelles infrastructures et de nouveaux bâtiments. Pour ça, il nous a paru absolument indispensable de disposer d'un prêt long terme. C'est comme ça qu'est né le prêt relance tourisme. Et puis j'ajouterais simplement que le tourisme fait partie des principales priorités de la Banque des Territoires depuis sa création en 2018. Quel état des lieux, si je puis dire, sur l'activité, le secteur touristique en France ? Je le disais en préambule, un secteur très très impacté. Ça va mieux depuis quelques mois ? Oui, alors il y a une ambivalence parce que à la fois la France est la première destination touristique mondiale, avec un bémol, c'est qu'en termes de recettes, ça n'est que la 3e. Et en même temps, c'est un secteur qui pâtit d'un certain nombre de handicaps. J'ai évoqué le fait qu'il n'est pas assez concentré, il y a trop d'acteurs qui n'ont pas la taille critique pour faire face aux enjeux climatiques et numériques notamment. Par ailleurs, le secteur a tardé à répondre aux évolutions de la demande, notamment l'internationalisation des flux de voyageurs qui va de manière croissante. Également la numérisation, on en a parlé, et puis l'obsolescence accélérée des concepts. Voilà. Et puis les enjeux climatiques n'ont pas été suffisamment pris en compte. Enfin, il ne faut pas oublier qu'avant la crise du Covid, la France a souffert au niveau du tourisme de plusieurs crises successives, les attentats, le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement des grèves, et puis également la concurrence Airbnb. Dernière question pour celles et ceux qui nous regardent, les élus, les acteurs dans les territoires. Que propose votre prêt ? Qu'est-ce que cela apporte ? En quoi est-il adapté aux enjeux dont nous parlons ? Alors c'est une enveloppe de près d'1 milliard d'euros qui est proposée au taux du livret A majoré de 0,60% et qui est proposée sur des durées très longues, de 25 à 50 ans. C'est une durée assez inédite sur le marché, bien entendu. Alors ces durées très longues en fait sont particulièrement adaptées puisque les investissements lourds nécessaires dont j'ai parlé nécessitent du temps long pour parvenir à l'équilibre économique. Et seuls des prêts de très long terme permettent d'y répondre. Ce prêt s'adresse en priorité à nos partenaires habituels sur les prêts, c'est-à-dire les collectivités et leurs groupements,
pour financer la rénovation ou la construction de nouvelles infrastructures touristiques, notamment pour améliorer l'attractivité et augmenter les capacités de ces infrastructures, notamment dans les domaines de l'hébergement, du patrimoine aussi bien sûr, et puis également de l'événementiel. Enfin, le prêt relance tourisme s'adresse à un large spectre d'actions, en fait, puisqu'on peut financer à la fois des projets de taille relativement modeste, hein, quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros par exemple, pour transformer une école en gîte communal, mais également de plusieurs dizaines de millions d'euros pour financer par exemple la rénovation complète d'une station thermale, bain plus hébergement. Merci et merci beaucoup. Vous restez avec nous. Je me tourne vers vous, monsieur le maire. Le plan de relance, ces actions en faveur du tourisme concernent la restauration, notamment la restauration, l'équipement de sites, de monuments historiques. C'est le cas dans votre ville, 25 000 habitants si je ne me trompe pas. Presque 26 000. Presque 26 000 traversés par la Charente, c'est bien ça. Situé en Charente-Maritime, vous êtes le nouveau maire de Saintes depuis 2020. Votre ville possède un patrimoine historique exceptionnel, on verra quelques images. Un mot d'ailleurs sur ce patrimoine et en quoi est-ce un levier pour le développement du tourisme dans votre région? Nous, on a la chance d'avoir une ville qui est un musée par elle-même, de par son patrimoine qui est assez riche. Je vous verrai quelques photos. Et le problématique, c'est qu'on n'avait pas de stratégie très touristique. On a un amphithéâtre gallo-romain qui est en restauration, qui de lui-même attire 50 000 visiteurs par an payants, sans aucune signalétique vraiment mise en place, ni stratégie touristique. Mais il était en grande déshérence d'entretien et pour pas qu'il se tombe, parce que cette partie-là risquait de tomber, pour pas qu'il tombe, il faut l'entretenir et c'est de l'argent qui ne se voit pas mais qui est indispensable à mettre. Mais on a deux phares, c'est l'amphithéâtre et la basilique Sainte-Eutrope que vous allez voir un peu plus tard. Qui est, maintenant. Allez-y, vous allez voir. C'est une basilique romane qui elle aussi avait des gros problématiques parce que ce qui avait été oublié dans sa conception il y a quelques siècles maintenant, c'était l'hydraulique et surtout parce qu'il y a une crypte en dessous qui était inondée à chaque pluie parce que l'hydraulique était pas mal gérée et il a fallu refaire toute cette façade-là, puis remettre un peu en système hydraulique pour évacuer les eaux, pour éviter que le reste ne soit encore un peu plus impacté. Donc ce sont des chantiers assez importants, avec des moyens effectivement importants, une ville de 26 000 habitants. Comment vous faites, comment vous trouvez ces financements? Comment on fait, c'est qu'au départ, on se gratte la tête un petit peu quand même, parce qu'on se dit que si on met tout l'argent, tout l'investissement de la ville dans la restauration de son patrimoine, on ne peut plus rien faire. Et la vraie difficulté, c'est que sur l'amphithéâtre gallo-romain qu'on voyait précédemment, mon prédécesseur avait un projet avec une bétonisation pour faire des gradins spécifiques, alors que ça n'avait aucun intérêt. Donc on a repris, les études étaient faites, on a repris le dossier en main, sauf que en fait il y a trois phases. Là ce que vous voyez c'est la porte des vivants, en face il y a la porte des morts, forcément, et au milieu il y a l'arène qui aujourd'hui est à 2 mètres au-dessus du niveau qu'elle avait dans sa conception en 50. Donc il y a deux problématiques, enfin trois. Restaurer la porte des vivants, restaurer la porte des morts et retrouver un hydraulique qui permette un assainissement. Parce que là, on n'est pas du tout sur le niveau de la Charente, parce qu'on est traversé par un fleuve, mais quelquefois qui nous fait un peu des caprices, puisqu'on a eu des inondations assez importantes l'année dernière. Mais là, on est sur un plateau surélevé qui n'a aucun lien, mais qui inonde tous les ans, faute d'avoir un assainissement qui soit bien réglé. Et là, la facture, quand vous faites tout ça, c'est 4,3 millions. 4,3 millions, là, il faut trouver les financements. Et l'avantage, c'est de retourner assez rapidement, parce que dès le début de mon mandat, avec l'agglomération à la ville, on a toujours été très enclin à aller voir la Banque des Territoires, qui nous semble être la banque pour les territoires. Et avec Bruno Chaptal, qui est notre délégué départemental, on a pu travailler très rapidement. Évidemment, la DRACT et l'État sont présents. La Fondation du patrimoine a aidé aussi, mais l'avantage de la Banque des patrimoines, c'est que vous faites un prêt sur 40 ans, à un taux qui est quand même très attractif et qui vous permet de ne pas obérer les autres investissements. Donc c'était pour nous une chance. Est-ce que vous pouvez détailler peut-être pour les élus, pour les acteurs territoriaux, qui nous regardent aussi en ligne, la manière dont c'est constitué, comment est constitué ce prêt, ce financement? C'est très simple. Il suffit de se voir. Il suffit de se voir. Et on a rencontré Bruno Chaptal et M. Martinez, délégué régional, qui sont venus nous voir. On les a interpellés sur un premier dossier, sur d'autres dossiers. Et en fait, quand il s'est agi de trouver les financements pour celui-là, on s'est rencontrés et ils nous ont fait part de ce dispositif qui était possible au niveau de la Banque des Territoires. Et là, j'avoue que pour moi, c'était très simple. Il suffit que je prenne la décision d'aller travailler avec eux. Après, les services se rencontrent, tout se met en place, on fait une signature et tout avance de façon
rapide. Ce n'est pas une banque comme les autres. Alors, on a regardé, mais on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Là aussi, ce sont des montants extrêmement importants. 2,7 millions sur les premières tranches, 1,2 million de la Banque des Territoires. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc tout ça a été initié au début de votre mandat, où en est-on aujourd'hui? Quel est le calendrier des mois, des années à venir? Parce que ce sont des projets extrêmement structurants, on le voit. Alors ça c'est fini, hein. C'est fini. Maintenant on est sur la photo de droite, c'est fini. Par contre, il y a une avant-crypte au niveau de la basilique sur laquelle il faut qu'on travaille. Donc on est sur les autres niveaux de l'action, mais là pareil, il faut travailler en amont avec la DRAC, avec les monuments historiques, puisque tout ça est lié à beaucoup de contraintes. Donc cette partie-là est finie. Et sur l'amphithéâtre, la première partie que vous avez vue est en cours de finition. Et fin de l'année, ça sera fini, cette partie-là de restauration. Mais il nous faudra continuer sur deux autres tranches. Là, juste pour la petite histoire, on a quand même été embêtés parce qu'on a un oiseau qui est venu nicher dans une voûte. Et malheureusement, il ne fallait pas le déranger. Donc les travaux ont pris 3 mois. Pour l'oiseau. Pour l'oiseau. J'imagine que vous avez d'autres projets. Quand on va à Saintes, il y a ces deux emplacements magnifiques, mais c'est une ville avec un patrimoine exceptionnel. Donc ce sont des chantiers permanents auxquels il faut penser. Vous l'avez dit, c'est la plus belle ville de Charente-Maritime. Je crois que c'est vous qui l'avez dit. Je le pensais très fort. Bon. Mais en tout cas, oui, voilà, on a un patrimoine. Je vous l'ai dit hein, en tout début de mon intervention, la ville c'est un musée, mais on a aussi un fleuve qui traverse notre ville et on avait des prestataires de location de pénichettes qui voulaient venir absolument à Saintes depuis 10 ans et pour lesquels il n'avait pas été trouvé de solution pour pouvoir faire des quais flottants et un port. Alors le département est propriétaire du fleuve, enfin de son utilisation, donc on a travaillé là aussi avec le département, mais on va faire un port fluvial et au bout de ce port il y a un camping. Aujourd'hui le camping il a de camping que le nom, pour être très clair. C'est franchement pas digne de la qualité de notre ville. Donc on va lancer une nouvelle DSP pour faire un vrai camping. Mais pour tout ça, il fallait faire des études préliminaires pour voir comment on allait pouvoir faire tout ça. Et là, c'est encore la Banque des Territoires qui est venue à nos côtés pour financer en grande partie cette étude. Donc des actions lancées, des actions à venir. Merci. Allez-y, pardon. Et juste pour finir, parce qu'on a aussi un site majeur qui s'appelle le site Saint-Louis, qui est un ancien hôpital, qui est fermé depuis 15 ans. Et là aussi, on a des beaux projets. Et je pense qu'on ne va pas tarder à taper à la porte de la Banque des Territoires. Bon, c'est très bien. Merci pour ce témoignage. Restez avec nous. Vous parlez très bien de Saintes. On en parlait en off tout à l'heure. Je vous invite à visiter cette ville magnifique. France Jumin, je reviens vers vous. Donc ce prêt, revenons sur le prêt Relance Tourisme à destination du privé. Les acteurs privés peuvent y avoir accès ? Oui, tout à fait. Alors, même si les acteurs publics, qui sont notre cœur de cible, jouent un rôle primordial dans le développement des projets touristiques, la plupart des investissements sont portés par le secteur privé et ils sont confrontés à un problème d'équilibre économique de leurs investissements puisque les banques, en général, sur le secteur privé, prêtent à 10 ou 15 ans grand maximum. Et ce sont des durées qui ne sont pas suffisantes pour assurer l'équilibre économique de ces investissements. Et donc, il aurait été délicat de proposer, de contribuer à la relance du tourisme sans proposer ce prêt aux acteurs privés. Il faut juste mentionner que c'est exceptionnel chez nous, puisque nos autres prêts thématiques ne sont absolument pas ouverts au secteur privé. D'accord. Quelques mots peut-être pour terminer votre intervention sur l'évolution du prêt. Oui, alors, comme j'ai dit, tous les acteurs privés sont concernés. On remarque que nos principaux emprunteurs sont plutôt des PME qui vont investir dans la rénovation de bâtiments d'hébergement, des hôtels, des campings, mais également les groupes du thermalisme, en fait, puisqu'il y a un gros besoin de rénovation des stations thermales en France. Et on a aussi des SEM ou des SPL, des sociétés publiques locales mais qui sont privées, qui interviennent dans le cadre de délégations de services publics sur des infrastructures, notamment dans les stations de montagne. Des infrastructures qui là aussi ont vraiment besoin d'être rénovées. Donc ce sont nos principaux interlocuteurs. Les conditions tarifaires et les durées sont les mêmes que pour les acteurs publics. Et puis, on veille quand même à ce que les projets financés s'inscrivent dans le cadre de la politique de la collectivité concernée. Il n'est pas question de financer des projets qui iraient à l'encontre de cette politique. Évidemment. Et ça se matérialise par le fait de demander une garantie de cette collectivité sur une partie du prêt.
Et puis, on s'intéresse évidemment en priorité aux projets durables. Et donc, on a une grille d'évaluation qui permet de noter le projet au regard de ses critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Je dirais pour conclure que le prêt relance tourisme complète tout l'arsenal de la Banque des Territoires en termes d'instruments financiers proposés dans le cadre du secteur du tourisme. On va en voir un autre tout de suite après, je crois. Et que ce soit en intervention en fonds propres pour renforcer justement les structures, les acteurs, la structure financière des acteurs, qui est nécessaire aussi pour obtenir des prêts de long terme. Donc on a vraiment tout l'éventail pour contribuer à cette relance et à faire de la France la première destination mondiale du tourisme durable. Merci. On voit bien, monsieur le maire, peut-être un mot conclusif, que finalement ça fonctionne quand il y a des synergies, quand il y a du dialogue, quand il y a de l'incarnation. On en parlait tout à l'heure, il faut une volonté politique, puis il faut se parler, il faut se rencontrer et puis développer des projets avec tous les acteurs. La clé de la réussite, c'est pas de penser qu'on peut tout faire tout seul. Et en fait, il faut se mettre autour de la table et aller chercher les bons interlocuteurs en fonction des projets. Là, le tourisme, c'était évident. Pour d'autres choses, on va aussi regarder quels sont ceux qui peuvent nous aider. Mais il faut se mettre autour de la table et voir ce qui est finançable. Et je le disais tout à l'heure, pour ne pas obérer l'avenir non plus, parce que c'est beaucoup d'argent qu'il faut mettre sur le patrimoine, en tout cas pour nous, le tourisme. Mais il ne faut pas oublier tout le reste, parce qu'on a aussi des écoles, on a aussi des gymnases un peu fatigués. Donc ça aussi, c'est du patrimoine un peu plus récent, mais qu'il faut aussi entretenir. Avec quelques charges de fonctionnement importantes. Et des énergies en plus. Merci à tous les deux pour votre témoignage très éclairant. Si vous voulez bien peut-être regagner le public, puis peut-être si on pourra vous poser des questions, vous pourrez intervenir depuis le public. Et je vous propose, j'invite à me rejoindre Dominique Mariani et Gilles Bonny. Dominique Mariani, vous êtes directeur de la SEM régionale des Pays de la Loire, donc la société d'économie mixte. On va faire le point avec vous sur les solutions, le plan de relance en matière de tourisme. Gilles Bonny, vous êtes directeur régional adjoint, c'est bien ça, la Banque des Territoires Pays de la Loire. Merci à tous les deux. On a vu une sorte de cas pratique, si je puis dire, appuyé sur la situation de cette ville magnifique de Saintes. Vous avez J'ai envie de laisser cette image, mais vous avez raison. Hop, on bascule sur la suite. C'est bon, c'est là. Je fais défiler les images. Donc un regard croisé à tous les deux. Merci d'être là. Je me tourne vers vous en premier, Dominique Mariani, si vous voulez bien. Vous avez créé une foncière tourisme, c'était il y a 2 ans, en 2020. Expliquez-nous les besoins et le contexte à ce moment-là. Tout à fait. Alors, en effet, rappelez-vous, mars 2020, la surprise du premier confinement. On ne veut pas trop s'en souvenir, mais on est obligé quand même un peu. Et à ce moment-là, on a énormément d'informations, un peu divergentes d'ailleurs, qui laissaient entendre que pendant les 3, 4, 5 années qui venaient, le tourisme allait avoir un ralentissement. Les activités touristiques, elles ont des dépenses quotidiennes en salaire et en remboursement d'investissement. La question était quelle visibilité, que pouvons-nous faire pour aider ces entreprises. L'État, il a mis en place différentes solutions immédiates, avec le PGE, avec le chômage partiel, mais ça ne répondait qu'à l'amortissement de l'impact, si je puis dire. Et de l'autre côté, c'était comment pouvions-nous, nous, territoires, régions, comment pouvions-nous, avec nos partenaires stratégiques historiques, essayer de concevoir un projet ou une réponse à ces entreprises qui ont une activité, une typologie, des cycles d'activité un peu particulières. Sachant qu'en 2020, la question de l'investissement pouvait faire peur. C'était difficile d'investir, de penser investissement dans ce contexte-là ? Alors, en effet, on avait plusieurs types d'investissements qui étaient les investissements traditionnels des activités touristiques, qui se font tous les ans, des investissements de maintenance, d'entretien ou de développement de nouvelles activités. Mais en plus, vous aviez les sujets liés aux investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique et de la RSE, puisque vous aviez aussi le décret tertiaire qui s'appliquait à ces entreprises et qui n'étaient plus en mesure de faire face. Gilles Bonny, je vous en prie, donc expliquez-nous comment vous avez fait, comment vous avez créé cette foncière concrètement. Oui, alors
tout de suite, ce projet il est apparu stratégique pour la Banque des Territoires. Il s'agissait pour nous à la fois d'accompagner la région des Pays de la Loire pour relancer un secteur clé de son activité économique. Le tourisme, c'est le deuxième secteur de l'activité économique régionale, juste après l'agroalimentaire. Et puis, il s'agissait aussi de mettre en place une des mesures prioritaires du plan de relance gouvernemental pour accompagner le tourisme, en articulation notamment aussi avec les mesures déployées par BPI auprès des exploitants. Alors, le constat, c'est qu'il y avait un besoin, de disponibilité financière, mais la capacité d'autofinancement des acteurs, elle avait été complètement anéantie par la crise. Et le tourisme est aussi un secteur où traditionnellement les banquiers sont assez peu présents, c'est un secteur qui est assez peu soutenu. Donc quelque part, paradoxalement, la crise Covid, elle a été un peu le catalyseur obligé de la construction d'un nouveau modèle de développement modernisé, résilient et puis sans doute aussi plus durable et plus qualitatif. Donc concrètement, comment on s'y est pris? En fait, il y a eu une mutualisation de moyens qui s'est mise en place dans un esprit, on peut dire, d'open innovation, en s'appuyant à la fois sur les compétences de la SEM régionale, qui dispose de compétences en matière de tourisme, puisqu'elle a une équipe dédiée qui travaille notamment avec le comité régional de tourisme de la région, et puis en s'appuyant aussi sur ses compétences en matière d'immobilier. Côté Caisse des dépôts, on a aussi mis en place et on a mobilisé nos compétences en diligentant une étude économique auprès de la SET, qui avait pour objet de définir le modèle économique et de bâtir un BP. Et puis on a mobilisé nos juristes, qu'on travaillait avec les juristes locaux, qu'on travaillait avec les notaires et aussi en concertation avec les collectivités et également avec nos partenaires financiers pour trouver le bon modèle. L'enjeu, c'était de trouver la solution adaptée, de trouver une solution de financement et aussi apporter une solution de conseil. Donc la solution de financement, c'est une solution nécessaire, mais le conseil, c'était aussi une composante importante parce qu'il s'agissait de sécuriser les projets, c'est-à-dire appuyer, orienter le porteur de projet pour dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quel modèle, comment je dois changer mon modèle, comment je dois faire évoluer mon offre. Et c'était aussi important pour, quelque part, limiter le risque pour les associés de la foncière. Vous avez bien posé les enjeux, vous avez bien anticipé tout ce qui pouvait... Et je dirais juste le tout dans un cadre de partenariat très fort, à la fois avec la région et sa SEM, dont la Caisse est actionnaire historique et qui a accompagné aussi régulièrement les augmentations de capital. C'est aussi un point important. On se connaissait et on se faisait déjà confiance. J'ai l'impression que les liens, le dialogue, l'incarnation sont essentiels. Comment ça marche? Donc 2020, aujourd'hui, de septembre 2022, expliquez-nous le fonctionnement de cette foncière. Alors, mars 2020, premier confinement, on monte la SEM, elle était prête en juillet 2020. C'est rapide. Donc, vous savez, pour ceux qui ont déjà créé, alors c'était une SAS, une filiale de la SEM, mais pour ceux qui ont déjà créé des sociétés avec des acteurs publics et parapublics, vous voyez ce que ça peut vouloir dire. Et en fait, on était prêts et on a commencé à ouvrir aux activités en octobre 2020. À ce moment-là, les entreprises, elles étaient encore toutes dans l'incertitude. Il faut imaginer quand même qu'on était confinement, déconfinement, en continu. Le dernier déconfinement s'est arrêté le 3 mai 2021. Jusque-là, les acteurs, ils étaient plutôt figés, en attente, pour tout simplement connaître ce qui allait se passer, parce que personne n'avait de prévision, on entendait tout et son contraire. Et c'est difficile pour un dirigeant de prendre des décisions. Nous, on était prêts à mettre en place immédiatement et à soutenir les entreprises qui souhaitaient investir et qui souhaitaient avancer dans la démarche que nous avions initiée. Là où il y avait un sujet, c'est qu'en effet, on a d'abord vu arriver des entreprises qui étaient, on va dire, historiquement en difficulté. Ce n'était pas l'objet de la SEM. Et tout simplement, il fallait attendre que les entreprises qui correspondaient au modèle puissent se présenter face à nous. On est aujourd'hui dans un rythme, puisque depuis mai 2021, les entreprises, les dirigeants aujourd'hui ont de la visibilité et repartent de l'avant. Aujourd'hui, on a en effet énormément de projets d'entreprise, d'investissement qui sont traités. On a plus de 80 projets qui sont rentrés dans le deal flow. On en étudie encore une cinquantaine. On a 5 dossiers sous proposition et 4 déjà acquis et dont certains, les travaux ont été réalisés. Puisque dans le modèle, Gilles Bonny en parlait tout à l'heure, c'est aussi de réaliser des travaux pour l'efficacité énergétique et des investissements de développement
de l'activité pour permettre à l'entreprise touristique de se développer en ayant respecté les conditions environnementales, RSE, etc. Je vois que le temps passe très vite et puis je veux absolument qu'on échange avec les personnes qui sont là. Peut-être un mot sur la manière dont... Oui, allez-y, oui, pardon. Non, c'était ça, peut-être sur des informations un peu plus concrètes ça, sur comment comment c'est ça se passe. constitué, Donc oui, en fait, tout à fait. vous l'avez compris, l'intérêt de cette foncière qui est adossée à la SEM régionale, c'est de proposer aux propriétaires un transfert de la charge patrimoniale auprès de cette foncière. Hein. Donc quelque part, c'est la solution, on acquiert des actifs immobiliers, des hôtels, des restaurants, des campings de plein air. On fait des travaux de rénovation, d'extension, de montée en gamme, de rénovation énergétique. Et on donne à bail avec un engagement de revendre à un prix qui est déterminé en fonction des capacités financières et en fonction des revenus dégagés. Hein. Donc c'est ça le dispositif. Oui. Et concrètement, alors, la structure, c'est 11 millions d'euros de fonds propres. Donc, vous voyez, c'est quand même important. Et qui ont été apportés respectivement par la SEM régionale, qui en a apporté 45%. La Banque des Territoires, à parité, a apporté également 5 millions, 45%. Et le solde du tour de table a été apporté par la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire. Donc c'est 11 millions de fonds propres qui vont permettre de réaliser à terme 37 millions d'investissements avec un ratio 30% d'autofinancement sur fonds propres et puis le reste sous forme de dette bancaire sur un horizon long terme. Hein, voilà. D'accord, merci pour ces précisions. Un mot peut-être sur les acteurs, les projets ciblés par votre foncière. Oui, tout à fait. Alors, en effet, ce sont des entreprises qui sont pour la plupart des entreprises familiales, à capitaux familiaux. C'est aussi parfois des petits groupes familiaux qui sont dans tous les secteurs, les champs de l'activité touristique, sur l'ensemble du territoire des Pays de la Loire. Donc c'est vraiment très bien réparti au niveau régional. Et on traite aussi bien des campings, hôtels, restaurants, parcs de loisirs. Voilà, c'est très, très, très diversifié. Et en effet, l'élément important pour des entreprises familiales, c'est que quand ils se dessaisissent d'un bien patrimonial familial, qui est l'actif immobilier, ça crée un stress. Donc nous, le modèle était de pouvoir justement leur rendre rapidement ce bien, qu'ils en redeviennent propriétaires. Et c'est pour ça qu'on fait ça sous forme de vente à tempérament. Ce qui fait que le transfert de propriété se passe au début de la vente, même si ensuite ils vont verser des équivalents à des loyers qui correspondent à l'acquisition sur la durée du bien. Donc en fait, ils versent l'équivalent d'un loyer, mais ils en sont déjà propriétaires. D'accord. Un mot peut-être, allez-y, puis après sur la suite. Non, juste en précision, pour dire qu'effectivement, la cible, c'était bien des entreprises robustes, certes fragilisées par la crise, mais qui avaient un potentiel de développement. Donc vous l'avez compris, par défaut, il ne s'agissait pas d'accompagner des structures qui étaient déjà structurellement en difficulté avant la crise. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a défini des critères de sélection des projets. Et ces critères, ils sont utilisés lors des comités d'engagement pour analyser les dossiers avant décision des projets. Et puis, je voulais juste revenir aussi sur la dimension territoriale, parce que c'est important. Le tourisme, c'est un acte, c'est un élément de valorisation des territoires. Et on est aussi attentif à ce que les projets qu'on accompagne s'inscrivent dans les politiques territoriales, notamment les grands programmes comme Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain. Voilà. Merci à tous les deux. Peut-être un mot de conclusion sur la suite et puis on échange, on poursuit la discussion une quinzaine de minutes. Oui, alors en fait, un mot tout. Oui, on avait juste, on voulait montrer un exemple, parce qu'on avait un exemple ici. Les slides. Oui, bien sûr. C'était des petits slides, on a amené. Voilà, on prend le temps. Voilà, donc c'est le Café des Expos qui est en fait la première acquisition de la foncière. Le Café des Expos, historiquement, c'est un café un peu historique qui est pas loin de la Cité des Congrès à Nantes, pas loin de la Loire, qui était dans un état, c'est des personnes qui allaient partir en retraite, donc qui n'investissaient plus depuis des années dans le site. Et donc nous l'avons racheté. La slide d'après. Oui, voilà, oui, vous avez avant, après, à chaque fois. Voilà, alors avant, après. Non, là c'est encore, là c'est avant. Vous pouvez venir avant, voilà. Vous voyez, on voit en haut à gauche l'état où c'était. Nous, on a réinvesti. La verrière est neuve. C'est une verrière qui a des capacités aussi d'efficacité thermique importantes pour éviter d'avoir soit à trop chauffer l'hiver, soit à trop rafraîchir l'été, par exemple, puisqu'on a en effet agi aussi en matière d'efficacité énergétique. Voilà. Et vous voyez le résultat des travaux qui se sont achevés il y a quelques mois. Voilà la salle à l'intérieur.
Vous voyez, ça a été refait d'une certaine manière, dans un style un peu contemporain. C'est une famille qui a déjà un autre hôtel-restaurant à côté de Nantes. C'est vraiment une entreprise familiale. Et pour vous dire, le fils qui a l'hôtel-restaurant, l'autre hôtel-restaurant, c'est un chef étoilé aujourd'hui. Ah oui. Donc voilà, c'est le père et la fille qui ont repris cette activité-là et qui la développent aujourd'hui. Et sans nous, ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Et donc on serait peut-être resté avec un café-restaurant fermé, puisqu'il prévoyait de fermer pour partir en retraite, et une vente, on ne sait pas à qui, on ne sait pas comment, et ça aurait peut-être après être un fast-food ou je ne sais pas quoi, alors que c'est quand même un site qui a vocation à être... voilà. Ouais. On va à Saintes cet été, on va au café. Il y a d'autres éléments, c'est ça? Alors, vous pouvez peut-être juste avancer. Voilà, ça, Dominique en a parlé. C'était peut-être la dernière slide, parce que sinon Isabelle va m'en vouloir si je ne l'évoque pas. Simplement dire que J'avance quelques slides. Ouais, non, celui-ci, c'est très bien. Ok. C'était juste, si vous pouvez revenir sur la carte, voilà, pour dire qu'au-delà de notre dossier de foncière IMO-Tourisme Pays de la Loire, ce dossier il fait école et puis c'est une démarche qui prospère sur l'ensemble du territoire avec 3 foncières qui apparaissent en vert qui sont d'ores et déjà opérationnelles en Pays de la Loire, en Bourgogne-Franche-Comté mais aussi dans les Pyrénées, n'est-ce pas? D'autres projets qui sont en cours en Nouvelle-Aquitaine et dans le Grand Est avec des modèles qui peuvent varier. On peut être comme chez nous sur un modèle de foncière créée et adossée à une SEM existante ou on peut être dans d'autres régions sur des modèles de création d'une SEM ad hoc strictement dédiée à cette activité. Et derrière tous ces projets, la Banque des Territoires est là. On mobilise des fonds en s'appuyant toujours sur le modèle de l'économie mixte. Voilà. Tout cela est inspirant et encore une fois, comme pour l'atelier d'avant, vous appuyez sur les atouts, les contraintes des territoires. Merci beaucoup à tous les deux, tous les quatre. Restez avec nous. Vous avez certainement des interrogations, des questions, ou des témoignages. Allez-y, n'hésitez pas, levez la main. Hop, monsieur, je vais vous donner mon micro. Je vous en prie, présentez-vous et posez votre question. Merci. Alors j'accompagne des communautés de communes en territoire plutôt rural. Et du coup, je voulais revenir sur ce que vous disiez, Gilles, par rapport au programme Petite Ville de demain. J'ai beaucoup entendu parler pendant cette conférence de projets déjà existants qui n'ont pas forcément une vocation innovante, mais plutôt dans une vocation de faire perdurer. Et je voulais savoir dans quelle mesure vous conditionnez vos financements à cette caractéristique-là. Est-ce que c'est aussi possible, par exemple pour un territoire rural qui n'a pas une vocation touristique historique, disons, d'impulser une dynamique via des projets innovants en bénéficiant de ces fonds-là? Alors, non, la réponse c'est oui, c'est tout à fait possible. La clé d'entrée, c'est l'accompagnement d'un projet structurant pour un territoire, qu'il soit ou pas touristique, qu'il soit ou pas fléché sur un programme. Le fait qu'on soit dans un programme va permettre de déclencher une ingénierie complémentaire. Par exemple, ici dans les Pays de la Loire, on a un autre exemple d'un hôtel-restaurant qui est en cours de rénovation, qui est accompagné, qui est situé à Douai en Anjou, donc sur une ville qui est PVD, juste à côté d'un zoo. Donc il y avait une opération de revitalisation. Cette opération de rénovation participe à une opération de revitalisation plus globale. Juste un petit complément, on a aussi actuellement des projets qui sont étudiés de communautés de communes qui n'ont pas obligatoirement une forte densité touristique aujourd'hui en termes d'outils, mais qui sont des sites touristiques où les gens passent. Donc l'idée c'est aussi de les faire s'arrêter et donc on travaille avec eux pour étudier avec le maire justement un projet qui pourrait répondre à la demande. Merci. Je vous en prie, monsieur. Bonjour, je suis élu en Nouvelle-Aquitaine, dans une petite commune touristique qui a des assez gros problèmes. Alors, 2 questions. Est-ce que vous avez des informations sur cette foncière tourisme Nouvelle-Aquitaine qui est pas encore active? Et deuxième question, parce que c'est un vrai problème chez nous, mais dans beaucoup d'autres communes touristiques, est-ce qu'il y a des financements pour ce qu'on peut appeler des résidences mobilité pour des gens qui viennent dans la station pendant 3-4 mois, pendant le moment où elle est active, mais qui ont donc besoin de se loger, mais qui sont a priori inutilisés le reste de l'année?
Alors, je ferai une réponse partielle, hein, parce que le projet de Nouvelle-Aquitaine, je ne le connais pas dans le détail, mais je pourrais sans difficulté vous mettre en relation avec Rémi Hurlin, au sein de la direction régionale Nouvelle-Aquitaine, qui pourra vous apporter toutes les précisions sur le projet de la foncière en Nouvelle-Aquitaine. Concernant votre question, alors de ce que j'entends, de ce que vous dites, ça ne rentrerait pas dans l'objet de la foncière qu'on vient rapidement de décrire. Pour autant, il s'agit de sujets aussi structurants pour les territoires. On est plutôt dans une logique d'habitat inclusif ou d'habitat partagé ou de nouvelles formes d'habitat sur lesquelles nous, Banque des Territoires, on peut vous apporter un accompagnement dans la réflexion et, le cas échéant, également dans le financement. Mais vraisemblablement, pas via ces types d'outils-là qui sont quand même fléchés, relance tourisme sur des hôtels, des restaurants ou des équipements de plein air. Vous vouliez préciser? Oui, alors en ce qui concerne les prêts, il faudrait voir votre projet, mais par principe, ce n'est pas exclu, on peut très bien le financer. Je ne sais pas qui est propriétaire de ces résidences, en fait, si c'est la commune ou si ce sont des privés. Mais si c'est la commune, par exemple, c'est tout à fait envisageable. Ça serait mieux que ce soit des privés, quitte à ce qu'il y ait une garantie. D'accord, bah écoutez, ça rentre parfaitement dans le cadre. Après, voilà, il faut voir les dossiers au cas par cas, mais il n'y a pas d'exclusion par principe là-dessus. Merci, monsieur. Alors, monsieur, et puis je viens vers vous après. Je vous en prie. Bonjour, Francis Duflo, je suis fondateur d'une société coopérative d'intérêt collectif baptisée Planète Aroma. Nous sommes installés au sud du Nord, dans une communauté de communes dont le cœur de vie, c'est une forêt de 9400 hectares. Et donc, quand on parle de tourisme, on est plus sur un tourisme de consommation, type maroilles. Et donc notre préoccupation serait de monter une route d'essence parce qu'on a aujourd'hui, disons, un problème dans notre région, c'est qu'on reste trop axé sur les productions traditionnelles type bière, enfin, etc. Donc on a une route du malt, mais on n'a absolument pas de valorisation de tout ce qui peut être la spécificité des plantes aromatiques, par exemple, dans notre région. D'où de ce projet de route du sens. Or, disons, cette dimension de société d'économie mixte me paraît être parmi les solutions à envisager. Est-ce que vous pourriez venir dans notre région informer, parce qu'effectivement, nos élus locaux ont besoin justement d'une ouverture d'esprit à ce niveau-là? Pas de difficulté. Là aussi, je pourrais vous mettre en relation avec mon collègue Anthony Barbier, là, qui travaille sur les projets dans la région des Hauts-de-France. Projet très intéressant. Monsieur. Bonjour, Laurent Collet, je suis le secrétaire général et le directeur des investissements à l'agence régionale Occitanie. Gilles, je suis content de te revoir, parce qu'on a monté ensemble la foncière des Pyrénées au sud, là, sur le Vert. J'avais deux questions sur la foncière tourisme Pays de la Loire. La première, c'est comment vous avez amené les collectivités locales, si c'est le cas, à agir autour des projets que vous avez imaginé mettre dans le pipe de la foncière. De quelle manière, financièrement, en conseil, en session, je ne sais pas. Enfin, j'avais besoin de voir un peu comment vous avez fait. Et deuxième sujet, quels accords vous avez trouvés sur les rentabilités attendues de cette foncière? Alors, d'abord, ça c'est un élément important et c'est aussi un peu l'atout qu'on avait pour créer quelque chose qui soit rapidement ce que j'appellerais plug and play. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas créer un truc énorme pour être rapidement connecté au territoire. La foncière, c'est la filiale d'une SEM qui appartient à l'agence régionale des Pays de la Loire, qui est en fait une structure encore plus grande. C'est un groupe de sociétés dans laquelle il y a aussi une SPL avec une équipe de développeurs économiques qui anime le réseau des développeurs économiques des communautés de communes. Donc ça veut dire que nous, pour se connecter aux communes, on passe par les réseaux des développeurs économiques des communes qui connaissent bien leur territoire. Ils sont tous informés de l'existence de cette foncière. Chaque année, on fait un point avec eux aussi pour les actualiser sur les informations. Et donc, ce sont nos relais et nos premiers ambassadeurs sur le territoire avec les communautés de communes. Et ensuite, ils nous remontent des dossiers. Mais aussi, et ça c'est le deuxième point important, tous les partenaires de la foncière sont aussi des partenaires qui sont dans les territoires, qui sont les banques,
qui ont elles-mêmes des clients, ce sont BPI qui a elle-même aussi des partenaires dans le domaine du tourisme, et les communautés de communes que nous voyons au moment où nous parlons des projets de territoire sous un angle plus global. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Oui, d'ailleurs le sourcing c'est vrai, est très équilibré, comme le dit Gilles Bonny. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment une source de remontée d'informations qui est à peu près équilibrée entre les différents flux. Voilà. Et bien entendu, les services de la région qui ont aussi qui financent des projets et qui subventionnent des projets touristiques ont aussi des projets qui nous amènent quand il y a besoin de l'intervention de la foncière. Merci. Ah pardon, oui, sur la rentabilité. Oui, alors la rentabilité, c'est important. C'est un sujet très important en effet. Quand on étudie le dossier, on l'étudie avec deux angles. On doit avoir une rentabilité parce qu'on est une société anonyme avec des objectifs. Enfin, voilà, on doit être respectueux, on va dire, des règles générales d'investissement. En même temps, on doit faire attention à ce que le loyer, entre guillemets, qui est payé par l'exploitant ne le plombe pas, forcément. Donc en fait, on se base toujours sur les loyers existants quand ils en ont, ou sur les remboursements de prêts qu'ils peuvent avoir, parce que certains sont encore en cours d'acquisition de leur outil historique. Et on fait un calcul tout simplement sur lequel on assoit une valeur d'acquisition, puisque tout part de la valeur d'acquisition, dans laquelle on va en plus prendre en considération les travaux, pour que ça reste à un niveau de loyer pour eux qui corresponde à un loyer normal s'ils étaient locataires d'un bâtiment ou d'un site du même type. Et donc on assoit l'ensemble des calculs à partir de là et on simule. Voilà. On a plusieurs scénarios et on propose différentes solutions. Peut-être juste en complément, parce que je me souviens plus si on l'a mentionné. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, par rapport au modèle initial et la réalité, on voit qu'on a un tout petit peu évolué, parce qu'en fait, on vous l'a montré, l'outil. Au départ, c'était un outil qui était destiné à répondre à la crise et apporter une solution aux sociétés fragilisées, et aussi à accompagner la transmission des entreprises. Et aujourd'hui, avec un retour d'expérience maintenant de quasiment 2 ans, on voit que ce volet accompagnement de la transmission, il monte beaucoup en puissance. Donc on a des exploitants qui arrivent en retraite, qui souhaitent partir en retraite, qui souhaitent transférer leur activité, avec des jeunes souvent intéressés, mais qui n'ont pas la soutenabilité financière pour tout de suite acheter. Donc ce sujet de la rentabilité, aujourd'hui, il est étudié de près pour effectivement avoir des solutions adaptées et soutenables pour les porteurs de projets. Merci à vous quatre. Peut-être une dernière question? Non? Est-ce que vous voulez dire un mot de Monsieur le maire, peut-être une réaction, un mot de conclusion, tous les quatre? Je vous en prie. Ben moi, je suis très content d'être là parce que j'apprends plein de choses en plus. Donc, et comme j'ai plein de projets, on va pas tarder à se revoir. C'est une belle conclusion. Vous voulez dire un mot? Oui, je vous en prie. Oui, une réflexion en fait. Ces foncières sont très intéressantes et on est tout à fait ouvert à proposer l'offre complémentaire en prêt long terme pour venir compléter le dispositif. C'est quelque chose qu'on peut étudier. Voilà. Le message est passé. Vous voulez un mot de conclusion? C'est bon? Merci à tous et à votre disposition pour vous accompagner sur les dossiers. Merci à tous les quatre. Merci de nous avoir suivis.